L'instant Lovecraft, c'est la 95e. Mais on a fait du chemin entre-temps. Alors c'est une histoire que j'ai déjà racontée au moins sur mon site, qui traverse certaines des vidéos. On était en 2015, j'étais pour 2 mois à Providence, à la John Hay Library, où sont les manuscrits de H.P. Lovecraft, et je voulais travailler sur son Commonplace Book. J'ai découvert qu'il y avait 3 versions, les recopiages par Barlow, les ajouts manuscrits de Lovecraft lui-même, et c'est comme ça que j'ai construit cette édition. Pour moi, un repère vraiment important, c'est tous ces carnets de 1919 à 1934, 15 ans, c'est environ 220 idées d'histoire, idées de projet. C'est une mine. Pour ça que c'est un texte un peu culte. Pour moi, ça méritait cette édition bilingue, commentée, et puis surtout d'après les manuscrits originaux. Premier matin, quand on m'a amené le dossier, avec d'abord tous les facsimilés, puis ensuite demande une autorisation plus précise pour accéder à l'original eux-mêmes, je découvre un petit carnet, comme ça, exactement ce format. Celui-ci, c'est 1925. C'est un petit carnet qui était très courant à l'époque, avec des petites notes jour après jour, et puis au milieu, des petites cartes géographiques, et puis à la fin, le calendrier de l'année suivante, des conversions de poids et mesures, les petites notes personnelles que Lovecraft remplissait soigneusement avec son téléphone, sa taille de caleçon, sa taille de faux col, l'adresse. Et ce petit carnet n'avait rien à faire ici. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, je crois que c'est Barlow qui l'avait joint ça à cette toute première édition très amateur sur une presse dont il disposait chez lui dans sa maison du Commonplace Book en 1938, un an après la mort de H.P. Lovecraft. Ce petit carnet, il était écrit dans les deux sens. C'est-à-dire, si on l'ouvrait là, ça s'écrivait normalement, mais si on le retournait et qu'on partait là, ça s'écrivait dans l'autre sens. Un carnet qui était marqué 1927, très joli, avec une tranche dorée, un peu comme celui-ci d'ailleurs. Donc, plus luxe, j'ai beaucoup dire, que les petits carnets habituels de Lovecraft, comme on a le carnet de 1925, justement son diary de l'année à New York. Et tout simplement, ce carnet, j'en ai fait ce petit livre, le carnet de 1933. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en 1933, H.P. Lovecraft reprend un joli petit calepin, mais de 1927, probablement, je crois même qu'on a trace de ça dans le petit livre de sa compagne Sonia. Vous savez, Mémoire sur la vie privée de H.P. Lovecraft. Ça faisait maintenant presque 2 ans qu'ils vivaient chacun de son côté. Le divorce, ce sera 1928. En 1927, à Noël, elle vient une dernière fois à Providence. Je ne sais même pas si c'est pas la dernière fois qu'ils se voient. Le divorce, vous savez que Lovecraft ne finalisera pas, ce qui fait que Sonia, 10 ans après, en 1947, découvrira à la fois que son ancien amoureux est mort, mais aussi que depuis quelques années, elle est bigame. Il semble donc qu'en 1933, pour prendre des notes sur l'écriture, H.P. Lovecraft reprend ce petit calepin dont il ne s'était pas servi. Est-ce que c'était parce que ça lui venait de Sonia, qu'il était trop beau pour l'usage quotidien, et puis que le divorce était en cours? Ça, personne ne le saura. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des textes là-dedans qui sont très connus. Suggestion pour écrire une histoire, avec ces recommandations de faire un scénario des événements, un scénario de l'ordre dans le récit. Il y a cette liste qui est très proche du Commonplace Book, mais qui est là aussi devenu un texte culte, éléments d'un récit d'horreur. Alors tout ça, évidemment, on le trouve dans les autres, ça a été repris, mais souvent on met ça dans les annexes, on met ça sous forme de liste, sans mise en page. Regardez ça. Liste de certaines horreurs élémentaires sous-jacentes utilisées avec efficacité dans la fiction surnaturelle. Et ça, j'en ai fait de temps en temps ici
des lectures. Une chambre hantée dans une maison, parfois c'est le cas, parfois non. Cette chose qui vous poursuit a surgi de sa tombe à cause d'une incantation non pertinente. Et puis, liste d'idées initiales susceptibles de rendre possible un récit d'horreur. Donc, dans ce moment où il reste à Lovecraft 4 ans, il ne le sait pas, qu'il mourra à 46 ans, emporté à toute allure par un cancer du foie, l'impression que c'est ouvrir un laboratoire, chercher ce qu'il fait dans les récits et comment il le fait. Et c'est là où il y a la première partie du carnet. Et là aussi, ce truc-là, c'est traité par-dessous la jambe, alors que moi, ça m'a paru foudroyant. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a 50 textes, je ne vais pas tout lire. Ces 52 textes, ils sont très souvent ultra brefs, une demi-page, quelquefois 3 lignes, 4 lignes, en général 10-15 lignes. Il y en a un ou deux qui sont plus longs, je laisserai tomber. Lovecraft pratique des compressions. C'est-à-dire qu'il ne découvre pas. Il parle des histoires qui lui sont celles qu'il connaît par cœur, celles qu'il a lues, relues tant de fois. Edgar Poe, Ambrose Bierce, Arthur Machen, Dunsany ou Montague, Rhodes, James. La chambre 13, tiens, celle-là aussi, il faut que je vous la lise, un de ces 4. À quoi ça sert d'aller faire des résumés des histoires d'Edgar Poe? Eh bien, si vous prenez une histoire qui vous hante, une histoire dont vous savez qu'elle fonctionne, mais que vous la comprimez, là, comme ça, en 5 lignes, en 10 lignes, en 15 lignes, tout s'en va. Ce qui reste, c'est le noyau. Il reste l'embryon. Quelque chose vibre. Et là est l'horreur, l'angoisse, le malaise, le terrifiant. C'est une structure logique à construire des histoires d'horreur. Et en 1933, celle qui reste à Lovecraft à écrire, c'est pas rien. Est-ce que c'est à vous? Si c'est Edgar Poe, si c'est Ambrose Bierce ou Machen, eux-mêmes l'ont pris là d'autres histoires, d'autres conteurs, d'autres faits. C'est-à-dire, si vous réduisez ça à ce noyau vibrant, la structure intérieure de l'atome, alors c'est à tout le monde. Et je crois que cet exercice, c'est pas une invention, c'est pas une lubie là que je dis. Ça fait partie, nous, de l'armada de nos clés à molette, nos petites pinces coupantes là, dans nos boîtes à clous du creative writing. C'est un résumé, tu fais un pitch, comme on dit aujourd'hui. Et si tu as fait cet exercice, alors, ce petit noyau, tu peux le soulever comme ça, avec une pipette de chimie, le déposer dans une solution aqueuse qui sera la tienne, avec tes images, avec tes rêves, avec tes angoisses. 50 compressions de H.P. Lovecraft, écrites dans un calepin l'année 1933. La marque du carnet, c'est Remembrance. J'ai gardé comme titre. Vous parlez que j'étais heureux, certes. D'un coup, tu as ça, là, comme la lettre volée d'Edgar Poe. C'est devant toi, tu dis, mais personne n'a regardé ça sérieusement. Non. D'ailleurs, voilà comment Lovecraft, ce qu'il met en tête de la partie du carnet où il y a ces compressions. Structures élémentaires. Basic skeletons. Le squelette, carrément. Basic skeletons. Après analyse de quelques récits standards classiques, avec un aperçu des éléments précis et des situations conduisant le plus universellement à leur efficacité. Tout est dit. Alors le premier, c'est le plus facile. Le maître absolu. Et croyez, quand vous êtes à Providence, que vous sortez là de la librairie, vous allez à l'Athenaeum, là, cette petite vieille librairie municipale qui est quasiment monument historique, elle est classée d'ailleurs. Et puis au sous-sol, il y a la petite table, vous avez la presse locale. Puis vous asseyez là devant la fenêtre. Et Lovecraft, pourquoi il y venait? Parce que 90 ans plus tôt, Edgar Poe, qui était amoureux, Benefit Street, il venait là, lire les journaux. Il s'asseyait là, dans ce fauteuil, près de la fenêtre. Lovecraft s'asseyait dans le même fauteuil. Et 90 ans après Lovecraft, c'est vous qui vous asseyez dans le même fauteuil.
Alors, je vous la fais sous forme de quiz. Je lis les résumés. On va voir si vous le connaissez bien, votre Edgar Poe. C'est pas méchant. Après, on ira voir les autres. Le déclin d'une famille et d'une maison reliées ensemble finiront au même moment. Une atmosphère de menace et de déclin, l'enterrement prématuré de la sœur, la peur et les hallucinations auditives du frère, l'apparition dramatique de celle qu'on pensait morte, l'histoire sans cesse happée par son double sens cauchemardesque. Vous reconnaissez bien sûr Chute de la maison Usher. Mais c'est cette écriture aussi. C'est une écriture pour soi. Donc c'est uniquement des tirets longs. Est-ce que c'est télégraphique ? Ça aussi, squelette. La volonté persistante de vivre. Une première femme, d'origine mystérieuse, prend possession du corps de la seconde après sa mort. Atmosphère, point culminant, la reconnaissance, le changement du corps, plus grand, le suaire qui tombe révèle des cheveux noirs. Ligeia. Navire en détresse, naufragé par un énorme et étrange navire qui surgit au-dessus de l'épave sur une vague titanesque comme un pic. Le narrateur est jeté dans le gréement de l'étrange navire. Il trouve un équipage âgé, des cartes et instruments délabrés et archaïques, des bois pourris et poreux comme du chêne espagnol qui se serait naturellement distendu. L'équipage ne voit pas ni ne semble prendre garde au narrateur. Le nom du navire, Discovery. Le grand âge des hommes impressionne. Le bateau s'en va vers l'Antarctique comme aspiré par une fatalité, une puissance infernale considérable pour être aspiré à la fin dans un amphithéâtre monstrueux, un golfe, un tourbillon. Manuscrit trouvé dans une bouteille. Dans un château abandonné, une peinture qui apparaît vivante. Le voyageur apprend plus tard qu'il s'agit de la femme de l'artiste, qui, négligée, est morte à son achèvement. Portrait ovale. Un homme mort, gardé vivant par l'hypnose, tombe dans une ruine instantanée et complète 7 mois plus tard quand on cesse l'hypnose. Valdemar, le cas Valdemar. Un animal torturé prouve les méfaits de son bourreau en révélant son crime, le chat noir. Une atmosphère d'horreur. Suggestion de métempsychose. Les maisons M et B sont ennemies. Une ancienne prophétie. Un grand nom tombera d'une chute terrible quand, comme le cavalier sur son cheval, la mortalité de Metzengerstein triomphera de l'immortalité de Berlifitzing. Le comte B, un vieil homme fou de chevaux, le baron M, jeune farouche. Incendie, les écuries choyées de B. Le vieux B périt en voulant sauver ses chevaux, mais on retrouve son nouveau cheval, géant parmi les flammes. Ne voulant le reconnaître comme celui de B, même si marqué des armes de B, M le chevauche avec violence. On découvre que l'image d'un cheval des ancêtres de B a disparu d'une tapisserie de M. À la fin, le château de M prend feu alors que M, dans sa folie, chevauche le nouveau cheval dans la forêt. Le cheval s'emballe et l'emporte à la mort en se jetant dans les flammes. La fumée prend alors la forme d'un gigantesque cheval. Présence d'une lumière surnaturelle, l'idée que le cheval était le vieux B lui-même. Metzengerstein. J'en ai laissé 2 ou 3, mais voilà pour Edgar Poe. Attendez, je corrige 2 petites coquilles qui sont restées dans le livre. Conte, je vais écrire avec un P. Et après Edgar Poe, vous voulez un peu Arthur Machen ? Le peuple blanc. Une petite fille introduite par sa gouvernante dans un culte de sorcellerie infernale. Découvre plus tard des choses sinistres dans le paysage et murmure des noms étranges. Devient à la fin une statue dans les bois qui apporte horreur et suicide. Atmosphère. Le sceau noir. Les petites gens qui vivent dans les montagnes galloises
raconte d'étranges horreurs commises sur les mortels. Le professeur Greg engage un jeune idiot, victime d'un tel sort, assiste à une horreur dans sa bibliothèque. Une crise d'épilepsie avec d'étranges odeurs et la preuve de présence surnaturelle. Laisse une note, s'en va dans les montagnes à la rencontre d'une terrible découverte. On retrouve plus tard ses habits enroulés dans un parchemin portant l'inscription en caractères cryptiques du sceau. Les notes du professeur Greg s'interrogent sur la similarité des symboles du sceau babylonien et de l'inscription galloise. La poudre blanche. Un jeune absorbe une drogue par erreur, vinum sabati. Hideuse et secrète transformation qui s'en induit. De plus en plus souvent, absent de chez lui, reçoit de terribles révélations. Une tache noire sur sa main qui grandit, devient reclus chez lui. Horreur à la fenêtre. Écroulement sur le plafond d'en dessous. On tue l'horreur liquéfiée qu'on y retrouve. Je vous avais prévenu. Âme sensible, s'abstenir. Algernon Blackwood. Algernon Blackwood, on a de la chance, ça a été réédité. C'est à Bordeaux, à L'Arbre Vengeur. Titre d'une des nouvelles. L'homme que les arbres aimaient, les saules. Ouais, mais en 4 lignes. Une île déserte du Danube hantée par des présences extérieures. Elles veulent une victime. Manifestation nocturne. On trouve une nouvelle victime. Celui qui écoute, the listener. Un affreux résidu psychique rampe autour d'une maison où est mort un lépreux. La némésis du feu, une chaleur surnaturelle entoure une vieille maison isolée. Le frère du propriétaire est mort mystérieusement 20 ans plus tôt, brûlé. Arbre druidique et menhir aux environs, la rumeur y évoque des formes lumineuses et des sifflements. Les oiseaux et les autres animaux évitent le lieu. Les chiens partent en chasse d'une chose invisible. Les choses souvent brûlent, on voit des fumées, des cercles d'herbes brûlées. Un invisible noyau de feu poursuit les gens, devient vapeur quand ils traversent la rivière. Le feu qui porte des traces de sang frais. Chien qui aboie, effrayante forme noire qui surgit. On reconnaît une influence égyptienne. Il se révèle que le frère, mort 20 ans plus tôt, avait rapporté d'Égypte une momie précieuse. Ceci, c'était son gardien. Il l'a suivi et est resté. On retrouve la momie que le frère avait tenté d'enterrer selon un cérémonial pour conjurer le sort, et ceux qui l'ont découverte sont pris d'étranges visions. La vieille propriétaire, la sueur, restitue un scarabée qu'elle avait pris à la momie. Cette restitution apaise le feu. Fin d'Algernon Blackwood. On passe à Walter de la Mare. La Toussaint, une vieille cathédrale au bord de la mer. Un voyageur arrive au crépuscule. Étrange atmosphère. Les arbres fruitiers ravagés. Curieuse présence vibratoire et des ombres dans la nuit. Vous voyez, ça c'est pas Walter de la Mare. C'est Lovecraft qui écrit du Lovecraft dans l'intérieur du souvenir de l'histoire. Alors il n'aura plus qu'à mettre ses meubles et ses personnages. Le voyageur entreprend d'entrer dans l'édifice malgré d'étranges conditions pour confirmer l'horreur. C'est écrit un peu. Bon, j'ai fait le mieux pour traduire. Simplement, c'est écrit, c'est des notes, quoi. C'est pour lui. Donc, quelquefois, les phrases, dire, là, celle-ci, là, faut que tu la reprennes. Oui, mais c'est du premier jet, c'est du carnet.
la maçonnerie devient de plus en plus raffermie, comme d'être restaurée par un pouvoir miraculeux, une atmosphère diabolique. Est-ce que des choses hideuses font le siège de ce lieu solitaire et l'ont restauré pour leur propre usage? Le prêtre a été soudainement frappé de folie quelque temps auparavant. Montague Road James, le carnet de notes de Canon Halberick, Lawford, le Friend, alors c'est lui aussi presque numéro 13, la chambre numéro 13, qui a peut-être plus d'histoires résumées que tous les autres, mais c'est un monument, Montague Road James. Siffle et je viendrai, le trésor de l'abbé Thomas, une histoire d'école, je vous fais saliver, mais c'est pas grave. Alors on arrive à ceux qui sont plus courts. Tractate Medov. Un fantôme attaché à un livre. Un érudit excentrique cache un testament dans un livre d'une bibliothèque. Demande à être lui-même enterré en habit, assis à une table dans sa tombe. Vous voyez ce genre d'image? Vous avez lu ça un soir? Et puis là, vous êtes en train de marcher. Lovecraft marchait 20 km par jour, le plus souvent la nuit, puisqu'il dort une nuit sur deux. Et c'est ça qui vous revient. Ce type, dans une tombe, assis à une table. Qu'est-ce que vous en faites? L'apparition, dans ce costume, et recouvert des toiles d'araignée de la tombe, surgit devant quiconque ouvre le livre avec l'intention de détruire le testament. Ça rigole pas, cette fin 19e, début 20e. Plus efficace s'il existait une motivation moins prosaïque. Ah ouais, c'est pas tout de prendre dans les histoires des autres. Mais toi, t'as intérêt d'être meilleur, non? À la fin, tue un homme qui allait détruire le testament. Ça rigole pas chez Lovecraft. Le sort des runes. Un magicien peut enchaîner à sa victime un horrible compagnon, capable de meurtre par la seule vertu d'un papier où sont tracés certains symboles kabbalistiques. La seule délivrance de la victime, c'est de le retourner personnellement sur celui dont il l'a reçu. Récit de vengeance. Un diabolique alchimiste pratique le sort des runes sur ceux qui ont critiqué ses livres ou l'ont empêché de publier à la Société philologique. Puis renversement du sort. La cathédrale de Barchester, ça c'est un peu long. L'alcôve, vue depuis une colline. Un vieil horloger retrouve des secrets occultes. Exhume les ossements de cadavres sur la colline des pendus et fabrique des masques et un appareil à lentilles optiques capable de révéler des objets disparus. Fait bouillir les ossements et remplit l'appareil avec la solution. Devient célèbre pour les antiquités qu'il met à jour dans le pays. C'est fait, pour les voir, un masque taillé dans le front d'un des vieux crânes. Un masque taillé dans le front d'un des vieux crânes. Une nuit, finalement, il est emporté par les fantômes invisibles de ceux dont il a violé les sépultures. On le voit se battre avec des choses invisibles, comme si elles l'entraînaient au loin, et on retrouve plus tard son corps, les vertèbres brisées, parmi les vieilles tombes de la colline des pendus. L'histoire commence plus tard, lorsque d'autres vont se servir de cet instrument optique infernal. Il leur révèle des tours disparues, d'églises en ruine, un gibet dans une clairière de la colline maintenant recouverte de la forêt, et tout semble surgi du passé. L'appareil se désintègre quand apporté dans l'église, révélant le pacte infernal. Quand il éclate, une liqueur à l'odeur nauséabonde découverte entre les lentilles. Infâme, conclut H.P. Lovecraft, en comprimant l'histoire de Montague Road James. Avertissement aux curieux. La légende d'un vieux chevalier saxon enterré sur la côte est de l'Angleterre. Au départ, ils étaient 3, pour arrêter les envahisseurs. Telle ancienne famille en était le gardien, mais est maintenant éteinte.
le dernier membre, dévasté de ne pas pouvoir trouver d'héritier pour lui succéder comme gardien. Un jeune archéologue reprend l'histoire de la légende, retrouve l'emplacement des tombes, exhume une couronne. De ce moment, on ne se sent plus jamais seul. De ce moment, il ne se sent plus jamais seul. Un homme seulement demi-perceptible, impossible à localiser, est toujours auprès de lui, juste à la limite de son champ de vision. D'autres aussi ont vu cet homme. Ils s'en effraient, appellent des amis à l'aide, enterrent de nouveau la couronne, mais la figure sinistre ne s'éloigne jamais de lui. Il est entraîné sur la plage dans le brouillard par une silhouette inconnue qu'il suit. Parti à sa recherche, ses amis découvrent ses propres empreintes et celles des os d'un pied. Un pied nu. On le retrouve mort près d'une ruine. Il a subi des violences. Personne aux environs. Qu'a-t-il affronté au dernier moment? La mer a effacé les traces. Fin des compressions. Montague Road, James, oui, comme celui-là aussi. Comme ça serait bien de le retraduire. Et puis toujours, quand on est là dans cet espace, quand tu lis le livre de Lovecraft, tout est glauque, c'est trouble, on n'a pas de certitude, puis il y a cette machinerie du récit qui est implacable. Mais là, quand vous êtes là, c'est du plaisir en même temps. Tu rigoles, tu le vois se marrer avec ses copains en même temps qui... Ouais, t'as vu là? Un homme à demi perceptible. Dunsany, la maison du Sphinx. Un homme entre dans la maison du Sphinx, trouve ses occupants dans la terreur de quelque chose qui viendrait du bois environnant à cause d'un cerf qui repose sur le plancher, recouvert d'une couverture. Il tente de barrer les portes et les ouvertures. Le Sphinx est apathique et résigné. Des choses approchent de la forêt, hurlant et riant. Le voyageur trouve une issue délabrée, s'échappe par une trappe qui donne sur les branches des arbres. On ne saura pas le destin du Sphinx. F. Benson, Negotium perambulans, titre en latin. Dans un village particulièrement isolé de Cornouailles, un village de pêcheurs, Poléum, les gens pratiquent une étrange théologie calviniste et semblent partager un très ancien rite ou secret local. Dans l'église, au-dessus de l'autel, 4 étranges panneaux sculptés, l'ange de l'Annonciation, l'ange de la Résurrection, la sorcière d'Endor et une curieuse scène locale, un prêtre affrontant un être sans nom, un monstre à allure de limace, devant la grille du petit cimetière de Poléam entourant l'église, et en élevant une croix, le vicaire du lieu, dans ses prêches, évoque une présence sans nom, prête à fondre sur qui a péché, et désigne le monstre sculpté comme exemple. Le panneau porte pour légende une citation du psaume 91, « Negotium perambulans in tenebris », ce qui avance dans les ténèbres. Et quand le vicaire aborde ces questions, l'auditoire échange des regards entendus. Ils se souviennent d'une vieille légende qui se propage encore. L'un en connaît un fragment, un autre, un avare. C'est pas une faiblesse du traducteur, c'est un respect. Selon cette légende, existait autrefois près de celle-ci une église plus ancienne. Le propriétaire de cette terre la bâtit et en récupéra les pierres pour construire sa maison, faisant de l'autel sa table, y jouant aux dés. Un hiver vint une tempête, on l'entendit hurler. En vieillissant, il s'effrayait à la tombée de la nuit. Un hiver... En vieillissant, il s'effrayait à la tombée de la nuit. Un hiver vint une tempête, on l'entendit hurler. Ses serviteurs le trouvèrent mourant, du sang coulant de sa gorge avec d'étranges coups et blessures. Et quand il mourut, il s'écria «
Negocium perambulans in tenebris. Plus tard, tombée en ruine, la maison fut restaurée par un ivrogne. Cet homme, un jour qu'il était saoul, et ayant entendu l'histoire, fit irruption dans l'église et réduisit en miettes l'image de la chose. Se mit à craindre le noir, à garder des chandelles allumées toute la nuit. On retrouva le panneau miraculeusement réparé. Cette nuit même, l'homme s'enfuit en courant sur la route, en criant « De la lumière! De la lumière !» On le retrouva mort, vidé de son sang, au pied de la falaise. Bien des années encore, et un peintre vint s'établir dans la maison. Progressivement, il s'avilit, devint un gros, poussif, un visage de silène, et garda lui aussi ses lampes allumées toute la nuit. Il s'est mis à boire. Ses toiles ont pris une tonalité sinistre et diabolique. Une nuit de fin octobre, une gigantesque masse de nuages noirs leva de la mer. L'artiste, pour affronter l'obscurité, se hâta d'allumer ses chandelles avant qu'il y parvienne. Une chose ondula jusqu'à lui, témoigna un homme qui était avec lui. Une gigantesque limace, sans tête, mais avec un orifice vaguement lumineux, se recula pour prendre de l'élan, puis fondit sur le peintre, un hurlement effrayant. Le visiteur essaya de l'attraper pour lui porter secours, mais ses mains s'y enfoncèrent. Une chose comme de la boue, avec des bruits de succion, des gargouillements. La chose se glissa hors de la fenêtre. Quand on ralluma les lampes, le peintre était mort, à peine une pelure de peau sur les os. C'est ça aussi qui touche, c'est que ces masses d'auteurs, c'est une littérature non pas grise, mais Lovecraft aussi, quel hasard, lui qui n'a jamais publié de livre de son vivant, pour que cette réputation perce et nous parvienne. Mais toute cette masse d'auteurs, là on est chez Dunsany, mais on a vu Montague Rhodes James, quand il se retire, le génie, c'est du génie, Lovecraft. Il nous paraît une sorte de monument dans un désert, alors que justement, il surgit presque par transmutation, par condensation de tout ça, là, qui l'entoure, toutes ces histoires qui sont déjà là. R.W. Chambers, Le Cygne jaune. C'est un peu long, je laisse. Encore que... Allez. De toute façon, vous laissez quand vous voulez, hein. Pas de balle à ça. R.W. Chambers, Le Cygne jaune. Puis allez chercher dans Wikipédia, il y en a pas mal qui sont. D'autres qui n'y sont pas. C'est aussi comme si on repêchait des oubliés. Un artiste occupé à peindre dans Washington Square, New York, tiens donc, regarde par la fenêtre qui donne sur le cimetière, voit un étrange gardien à l'air cadavérique, frissonne, est impressionné. Là, vous allez voir, tout ce petit résumé que fait Lovecraft, c'est avec des phrases très hachées, des points, pas des tirets, bam, bam, bam. Frissonne, est impressionné. Sa peinture s'en va de travers. Les chairs ont l'air d'avoir la gangrène ou la lèpre. Son modèle aussi voit le gardien par la fenêtre. Il est l'image de quelqu'un dont il a rêvé et qui conduisait le convoi funèbre de l'artiste lui-même. Vu de cette même fenêtre, le jour suivant, le peintre apprend que l'église a été vendue. Le bedeau, qui a eu une rixe avec le gardien, raconte une horrible histoire. Un des doigts de la main de cet homme lui est resté dans la main. Peu après, le peintre fait un rêve aussi horrible que celui de son modèle. Il est dans le cercueil de ce convoi funèbre et entend la fenêtre qui s'ouvre. Regardant au dehors, il voit le modèle à la fenêtre. Puis le convoi s'en va dans une allée sombre et s'arrête. Le conducteur, le sinistre gardien, regarde le peintre. Il se réveille. Plus tard, alors que l'artiste revient chez lui au crépuscule, le gardien l'accoste avec une voix rauque, une voix cauchemardesque. « Avez-vous trouvé le cygne jaune ?» Le lendemain, le modèle remet au peintre un vieux fermoir avec un symbole inconnu qu'elle, la modèle, a trouvé dans la rue le même jour qu'elle avait fait ce rêve. Le peintre trouve alors dans sa bibliothèque, de façon inexplicable, un livre monstrueux, Le Roi en jaune.
En dépit des avertissements, le peintre et son modèle lisent tous deux le livre maudit et prennent connaissance de son secret. Ils veulent faire disparaître le signe jaune, mais n'y parviennent pas. Finalement, ils entendent le grincement des roues. Le convoi approche. Entre le gardien, ils ne peuvent le repousser. Le gardien arrache le signe jaune du manteau de l'artiste. Le modèle tombe, mort. Affreux hurlement. Des gens entrent. 2 morts. Le peintre à l'agonie. L'un des morts, le gardien, est mort depuis des mois. Irving Cobb, La tête de poisson. Un noir métis, chez Lovecraft. A mongrel negro. Mais negro, à l'époque, c'est aussi dans le New York Times. Dans une cabane sur la rive d'un lac devient l'ami de gigantesques et hideux poissons-chats auxquels il ressemble. On ne fait pas de détails. 2 frères le tuent auprès du lac. Ils tombent dans l'eau comme si quelque chose par-dessous avait renversé leur canot. Attaque des poissons-chats. Le jour suivant, les 3 corps retrouvés dans le lac. Celui du noir, intact. Ceux de ses assassins, atrocement mutilés. Après, il y a Conrad Aiken, Paul Sutter, John Bushen encore, et même Conan Doyle. Sinon, passez voir aussi sur mon site, ça s'appelle Tiers Livre. Toutes ces choses, vous les trouverez là, en ligne. C'est fait pour partager, circuler. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur qu'on a. On va finir par Halloween Bacchus, le bus fantôme. Le nom s'écrit B-A-C-K-U-S, B-A-C-K-U-S, donc on dirait plutôt Bacchus, W. Halloween Bacchus, le bus fantôme. La fiancée d'un jeune homme est tuée dans un accident d'autobus. Exposition, claire. Lui avait déclaré qu'elle reviendrait jusqu'à lui si elle était la première à mourir. C'est beau. 1 an plus tard, qu'est-ce qu'il a fait de son deuil ? Il remarque un étrange et sinistre autobus qui passe juste avant celui qu'il prend habituellement pour aller au bureau. C'est-à-dire que là, le fantastique est devenu l'autobus même, dans la vie urbaine, le quotidien de bureau. En rêve, une étrange et persistante odeur quand il monte, et des passagers qui semblent dormir. Vous savez, Lovecraft, par exemple, pour éviter les nuits d'hôtel, tous ces voyages qui se faisaient tous les ans sur la côte Est, 2 voyages jusqu'à Québec, 2 voyages jusqu'en Floride, de nombreux voyages jusqu'à Philadelphie, Caroline, Virginie. Il avait la bougeotte, ce type. Au moins, là, chaque printemps, ça le prenait. Eh bien, tu prenais le soir, le bus de nuit qui t'emmenait à la ville suivante. Dans la journée, tu peux toujours te reposer dans un jardin public. Et comme ça, tu ne payes pas les nuits d'hôtel. C'est dans la correspondance, une gigantesque correspondance de H.P. Lovecraft, ces récits de nuit dans les bus, les confrontations, les voisinages, les conversations. C'est presque un anti-Lovecraft là, qui surgit là. Quel plaisir. Allez, on revient à notre bus. 1 an plus tard, il remarque un étrange et sinistre autobus qui passe juste avant celui qu'il prend habituellement pour aller au bureau. En rêve. Le mot « en rêve », point, je sais pas, c'est difficile de savoir si ça s'applique à l'image précédente ou l'image suivante. Une étrange et persistante odeur quand il monte, et des passagers qui semblent dormir. Sa fiancée est parmi eux, et soudain, elle hurle. Même si le bus ferraille comme pas possible, il semble glisser avec douceur. Se réveille en terreur. Voilà, ça s'explique. Je reprends, excusez-moi. 1 an plus tard, il remarque un étrange et sinistre autobus qui passe juste avant celui qu'il prend habituellement pour aller au bureau. Donc là, on n'est pas dans le rêve. Il va au bureau, et juste avant l'autobus qu'il doit prendre, il remarque l'autre. Maintenant, en rêve. Une étrange et persistante odeur quand il monte, et des passagers qui semblent dormir. Sa fiancée est parmi eux, et soudain elle hurle.
Même si le bus ferraille comme pas possible, il semble glisser avec douceur, se réveille en terreur. Le rêve revient. Au début, la scène n'allait pas si loin. Il essaye d'embarquer dans le bus pour de vrai, mais toujours se rendort. La fois où il tente de ne pas s'endormir, le bus n'apparaît pas. Un nouveau rêve. L'action se répète et cette fois va plus loin. S'écrase contre un camion. Il aperçoit enfin, vraiment, le visage du chauffeur. Il en manque une moitié. On retrouve le corps du jeune homme atrocement mutilé dans son lit. Il a crié toute la nuit. On retrouve sur la route, le lendemain matin, un vieil autobus, mais pas en service, tout tordu et brisé. Personne ne peut expliquer comment il est arrivé là. Des indices de mort, mais aucun corps. Moi, souvent, pour chercher, quand je lis une chose comme ça, j'en ai plein à l'ordinateur. Vous ouvrez Gutenberg Project. Le Gutenberg Project, c'est un des plus vieux projets de textes numériques en accès libre dans le monde, évidemment anglo-saxon. Et un Gutenberg Project américain, il y en a un autre aussi, australien. Il faut faire des recherches dans les deux. Et là, ces auteurs, comme ça, W. Aaron Backus, probablement dans ces cas-là qu'on la trouve, la véritable histoire. Et c'est là après que commence l'enquête bizarre. Est-ce qu'on est encore chez Aaron Backus ou est-ce qu'on est déjà dans H.P. Lovecraft? Pensez à chuchotement dans la nuit. Oui aussi, des bus, des trains, des choses bizarres. Merci. H.P. Lovecraft, carnet de 1933. Marc Remembrancer. Et tout ce que je viens de lire, des petites pattes de mouche, là, écrites dans tous les sens. Il y a des photos dans mon site.